En plein feu. Le premier film aujourd'hui que je vais un peu déglinguer, on s'excuse d'avance. Premier film qui est un film français. Un film français qui aurait pu être intéressant parce qu'il parle d'un sujet... Enfin, c'est un projet un peu intéressant, moi, que je trouvais un peu intriguant. L'affiche, elle est horrible, comme vous pouvez le voir. L'affiche est très moche, elle vend pas du rave. Qu'est-ce que c'est que En plein feu? Eh ben, le titre et l'affiche l'expliquent très bien. On va suivre deux personnages qui se retrouvent confrontés à un incendie, bloqués au milieu d'un feu et qui vont devoir survivre. Voilà, merci Colio, très bien. On va suivre Alex Lutz et André Dussolier qui se retrouvent au milieu d'une forêt. En fait, c'est pendant des incendies dans les Landes, au milieu des Landes, pendant la canicule. Nos deux personnages veulent quitter leur habitat parce qu'il y a des annonces il y a des incendies et la population doit partir. Et ils vont se retrouver pris au piège au milieu de la forêt, au milieu des flammes, dans leur voiture. Et on se retrouve un petit peu dans un huis clos, une sorte de film catastrophe au milieu d'un incendie. Et la grande majorité du film, c'est quand même nos deux protagonistes qui sont piégés. Deux protagonistes qui sont piégés au milieu des flammes, au milieu d'une forêt, en plein incendie. Et est-ce qu'ils vont survivre? C'est ça la question. Est-ce que nos amis André Dussolier et Alex Lutz vont-ils survivre à ce feu? Vont-ils... voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Petite bande-annonce. Je sais pas à quoi ressemble la bande-annonce parce que je l'ai pas vue. Mais on va se faire une idée. Alors, bande-annonce. Tac. En plein feu, bande-annonce. Où sont mes bandes-annonces? Trailer. Ah, on se met une petite bande-annonce. Ça, c'est un projet tic. Tac. Bonjour, police municipale à l'appareil. On vérifie que les habitants concernés par l'évacuation ont bien entendu l'alerte. On est au courant. Comment se passe l'évacuation jusque-là? Pour le moment, tout se passe bien et dans le calme. Ça n'a pas l'air si terrible. On a presque l'impression de partir en vacances. Que pouvez-vous nous dire du développement du feu de ces dernières 24 heures? Ce fait est particulièrement virulent avec une forte propagation. Merde. Faut pas trop s'en faire. Faut pas laisser des centaines de bagnoles coincées comme ça au milieu de la forêt s'ils pensent qu'il y a un risque. Et en tout état de cause, il ne faut jamais quitter son véhicule. C'est extrêmement important, les voitures restent les meilleures de protection. Oh. Il n'y a pas beaucoup de bâtiments. Des coupes par la forêt. Allô? Papa? Je suis perdu. En plein feu. Je reconnais plus rien. Le 8 mars, du coup cette semaine, sortie de la semaine, et j'en parlais, vraiment j'ai trouvé ça très moyen, voire un petit peu nul. Effectivement, c'était une proposition, moi, intéressante, je trouve. Je me dis, ok, un film catastrophe, français, je me dis ça peut être un peu spectaculaire, ça peut être un peu fou, si ça avait eu les moyens de ses ambitions. Vraiment, en plus, c'est un truc un peu original, de deux personnages coincés au milieu d'un incendie. Ça pouvait... Enfin, sur le papier, moi, ça m'intriguait et je me suis dit, ok, ça peut être grave stylé, ça peut être vraiment impressionnant, ça peut être épique, peut y avoir plein de choses, vraiment, un film de survie un peu tendu, un peu épique, un peu spectaculaire. Vraiment, il y avait matière, je trouve, à faire quelque chose. C'est pour ça que ça m'a intrigué, mais malheureusement je trouve que le film est raté, le film est un échec un petit peu à tous les niveaux, malheureusement, et c'est un peu dommage, parce que en plus c'est le feu, les incendies, ce genre de choses, c'est impressionnant, ça peut être très vite, c'est intéressant cinématographiquement parlant, vraiment visuellement il se passe. Par exemple, l'année dernière il y a eu le film Notre-Dame brûle, qui est pas bien du tout. Vraiment, c'était pas bien. Mais il arrivait à créer des scènes
d'incendie, de reconstitution, parce qu'ils avaient réussi à reconstituer une partie de Notre-Dame et de la cathédrale, et à la brûler avec des cascadeurs. Et vraiment, ces scènes-là dans le film étaient hyper impressionnantes, parce que tu voyais les cascadeurs très très près des flammes, et tu te rendais compte que vraiment, ils avaient foutu le feu à des trucs, et c'était quand même assez ouf visuellement, ces moments-là, même si le film est raté. C'était assez fifou. Et en plein feu, il arrive jamais à créer quelque chose de spectaculaire, et à créer quelque chose de tendu et d'oppressant. Et c'est vraiment hyper dommage. Et au final, ça se résume. Il faut voir que la moitié du film, c'est quand même, ça se résume à André Dussolier et Alex Lutz qui sont bloqués dans la voiture. Du coup, c'est un peu un huis clos pendant très longtemps, où vraiment ils sont juste là, bloqués dans la voiture. Il y a l'incendie autour d'eux, il y a d'autres voitures autour d'eux. Et au final, ça se résume un peu à ça. Et il y a une deuxième partie du film, un peu plus, où le film commence à partir un peu dans tous les sens, parce qu'on sait plus trop si c'est un rêve ou pas. Qu'est-ce qui se passe avec le personnage d'Alex Lutz qui va sortir de la voiture, qui va partir au milieu de la forêt, des incendies, et qui va croiser des personnages. Et le problème du film, je trouve, c'est que aussi, déjà c'est mal écrit, le scénario est un peu claqué au sol, et qu'on essaie de nous intégrer dans cette histoire d'incendie et de film catastrophe, une histoire de deuil en fait, parce qu'il y a une histoire de deuil, on va en apprendre un peu plus sur les personnages, du personnage principal qui a perdu quelqu'un, et qui va essayer de renouer le contact avec une autre personne. Bon, enfin bref, tout ça est un peu nul. Et c'est un petit peu dommage. Pour le coup, c'est pas du tout un conseil, parce que je trouve le film assez raté. Et c'est dommage, parce que je trouvais la promesse intéressante, surtout pour un film français. Après, je pense que c'est un film qui a un petit budget, qui essaie de faire quelque chose. Par exemple, ce film, s'il avait été réalisé à Hollywood aux États-Unis, ça aurait été un truc de blockbuster, de ouf spectaculaire, on met du feu partout, on te fait des scènes de maboule, on aurait vraiment mis des choses, les bouchées doubles sur les effets spéciaux et les incendies et des choses gargantuesques. Ce qui là, on n'a pas du tout, et malheureusement tu sens qu'ils n'ont pas les moyens de leurs ambitions. Et c'est, je trouve, c'est dommage, voilà, finalement, en plein feu. Et je trouve l'affiche complètement ratée, même si elle raconte ce qui se passe dans le film. Je trouve l'affiche, vraiment, elle vend pas du tout du rêve. Ça, c'est un problème. Du coup, je mets une étoile à ce foutu en plein feu. Paf. Parce que c'était pas ouf du tout, malheureusement. The Blaze. Le film s'appelle The Blaze à l'international. Disaster Movie. Oh, bon, j'enchaîne parce que en plein feu. En plus, ça c'est pareil, vous avez vu la bande-annonce, il n'y a pas grand-chose de plus dans le film, c'est ça qui est assez terrible. La bande-annonce, elle vous raconte le film et voilà, vous allez voir. En plus, le film est très court, hein. Je ne l'ai pas dit, mais ça dure 1h20 à peine, et on a le temps de s'ennuyer. Franchement, la dernière partie du film, le film m'a laissé sur le côté, j'étais là, ah ok. Franchement, j'étais là, ah d'accord, en fait c'est vraiment nul. Ça m'a... La fin, j'étais là, ah d'accord, en fait c'est nul. Parce que le début, j'avais un doute. Je me disais, ah ça peut être sympa, ça peut vraiment être intéressant, être tendu et être cool. Et plus le film m'avance, plus je me suis dit, ah non, mais en fait c'est vraiment nul. La fin, elle est claquée. Ça marche pas du tout, je trouve. Et c'est, je pense, le premier problème, c'est le problème d'écriture et de scénario, on n'y croit jamais. Vraiment. Film suivant. Paf, comme ça c'est expédié, ça c'est vu. Ah, le gros morceau. Bon, lui aussi, mince, c'est pas The Whale. Il est où? Où est mon affiche? Déjà, il faut que je retrouve mes affiches. Scream 6. Screamu. Alors, Screamu 6, on va se mettre une bande-annonce. Déjà le 6. Est-ce que c'est trop? Oui. Effectivement, c'est déjà beaucoup trop. Oui, spoiler, c'est déjà beaucoup trop. Scream 6. Un film qui fait peur. Attention. Un film qui fait peur, un film qui tue. Hop, Scream 6. Zbrim trailer. Scream 6 trailer. Alors je pense que je vais tomber sur des trailers qui font 4 minutes 20. Ah non, j'en ai un. Ah, mais j'en ai un pas très long. Oh. Alors vous allez reconnaître... Non, stop. Dans la bande-annonce, vous allez reconnaître Jenna Ortega, qui est l'actrice qui joue Mercredi, et qui, depuis mercredi, a vraiment explosé. Donc ça, je pense que c'est... Ils étaient très contents d'avoir Jenna Ortega dans leur casting depuis le précédent Scream, parce que entre-temps, entre le Scream de l'année dernière et celui de cette année,
elle a explosé, donc je pense que ça joue en leur faveur. Parce que du coup, elle est devenue notamment une star de TikTok. Donc ça. Et d'ailleurs, c'est un point très positif du film, je trouve, Jenna Ortega. Je vais mettre une petite bande-annonce. Hop. It's for you. Strange that you and I have never spoken on the phone. This is long overdue. What is this place? A shrine. A shrine. Did you miss me? He's gonna keep coming after us. Maybe he gets to win this time. We've got to lure him in. Gonna execute him. Ah, A Perfect Movie. Ah, j'ai pas vu le même film. Moi, le Perfect Movie, je l'ai pas vu. Autant vous dire que le Perfect Movie, je suis passé à côté. Je sais pas où il était. Excuse-moi, Scream 6. Apparemment, tu es un film parfait. Non. Autant le dire tout de suite, spoiler, j'ai trouvé ça nul à chier. J'ai trouvé ça claqué au sol. Il faut quand même... Parce qu'il y a plein de choses à dire en vrai. Évidemment, bon, j'ai cette maladie d'aller voir les films d'horreur en sachant que ça va être nul à chier. Pourtant, j'y vais quand même, mais parce que ça, c'est comme les Marvel. Je sais que ça va être nul, mais j'aime beaucoup le cinéma horrifique. J'aime ces sagas qui n'en finissent plus et qui reviennent à l'infini pour toujours, alors qu'elles n'ont plus rien à raconter, manifestement. Parce que là, c'est le cas. La saga Scream, elle a absolument plus rien à raconter. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, c'est vide. Nul. Et ce qui est ouf, c'est que Scream 5, il est sorti l'année dernière. J'en ai parlé dans la tier list des films de 2022. Scream 5 est sorti l'année dernière. Et Scream 6 sort, là, en ce début d'année. Il est sorti cette semaine. Ce qui veut dire que quand même, la production du film a été hyper rapide. C'est quand même une dinguerie. Ils se sont dit, allez, c'est parti, le film a un peu fonctionné. La production, elle s'est faite, j'ai l'impression, dans la précipitation la plus totale. Je trouve ça hallucinant que ce film soit sorti aussi vite. Alors que Scream 5, c'était déjà pas bien. C'était déjà nul. C'est ça qui est fou. Apparemment, le film a quand même pas mal fonctionné au box-office. Donc c'est pour ça qu'ils ont enchaîné très vite sur cette suite. Mais Scream 5, c'était quand même déjà bien nul. Moi, j'aime bien... C'est dommage, parce que moi, j'aime bien cette saga Scream. Hein, vraiment, le premier Scream, je trouve que c'est très très bien. Et c'est un film qui vieillit très bien d'ailleurs. Et les 4 premiers Scream réalisés par Wes Craven, vraiment, je trouve que ça se tient à peu près. Il y a du bon, il y a du moins bon. Mais en vrai, en tant que série de slasher horrifique, ça marche. Et ce que j'aime bien dans cette série, c'est que c'est une série qui est consciente d'être une saga En fait, c'est des films qui sont conscients d'être des films d'horreur. Donc les personnages parlent des films d'horreur. Ils sont conscients d'être dans des films d'horreur et ils parlent des films d'horreur. Donc c'est des films qui parlent eux-mêmes du cinéma et du cinéma horrifique. Et ça, c'est rigolo. Parce qu'il y a tout un aspect méta qui est très rigolo. Et dans les 4 premiers films, c'est assez bien goupillé. Mais par la suite, ça part dans tous les sens et c'est une catastrophe. C'est vrai que dans le premier, qui est aussi l'acteur de Scooby-Doo. Je sais plus le nom de l'acteur d'ailleurs. Mais cet acteur que j'ai pas beaucoup revu par la suite. Hein, c'est un petit peu dommage. Et dans cette nouvelle, parce que là, ce qui se passe, c'est que depuis Scream 5, le précédent, il y a des nouveaux protagonistes, il y a des nouveaux acteurs, il y a des nouvelles actrices notamment, et on se retrouve avec un nouveau duo d'actrices, Jenna Ortega et comment elle s'appelle, Melissa Barrera. Et d'ailleurs, je trouve que, parce que j'ai trouvé le film, j'ai pas du tout aimé Scream 6 ni Scream 5, mais il y a un point positif, je trouve vraiment, c'est le duo d'actrices, notamment Jenna Ortega, parce que j'ai pas du tout aimé Mercredi. Hein. Ça, qu'on soit bien d'accord, c'était pas bien du tout. Mais Jenna Ortega, je trouve que vraiment, c'est une super actrice et elle apporte quelque chose vraiment dans le film. Et je me dis, j'espère qu'elle va faire des meilleurs choix de carrière par la suite. Parce que vraiment, elle est une super actrice. Je trouve qu'elle a un potentiel remarquable.
C'est vrai. Mais après, le film fait pas vraiment peur, hein. C'est ça qui est terrible aussi, hein. C'est que... mais ça, c'est le cas pour beaucoup de ces films d'horreur, entre guillemets, grand public. C'est que ça fait jamais véritablement peur, hein. C'est vraiment... c'est vraiment raté pas crête. En plus, c'est du vu et du revu et du déjà vu. C'est ça qui est terrible, parce qu'il y a des choses intéressantes dans le film. Enfin, qui pourraient être intéressantes. Par exemple, il y a une scène dans le métro. On se retrouve avec une scène dans le métro la nuit d'Halloween. Donc, tous les gens dans le métro vont porter des masques de différents films d'horreur, de différentes créatures horrifiques de plein de séries de films d'horreur, et notamment le masque du protagoniste, Ghostface. Donc il y a plein de personnes qui vont se retrouver avec un masque de Ghostface, le méchant du film, et du coup on ne sait plus qui est le vrai méchant de juste des personnes lambda qui sont là avec le masque. Et ça, dans l'idée, c'est intéressant, mais le problème de ça, c'est que ça a déjà été fait. Et que c'est déjà un truc qu'on a déjà vu dans cette saga Scream, notamment dans Scream 2. Donc c'est vraiment beaucoup de redites et de choses vues et revues. Et tu sens qu'ils n'ont plus grand-chose à raconter, qu'ils essaient de faire des clins d'œil et des hommages aux films précédents, notamment l'épisode 2. Mais je trouve que ça marche vraiment jamais. La fin, elle est lamentable, vraiment la fin. Parce que le truc de cette saga Scream, c'est que le meurtrier meurt à chaque fin de film. Donc dans chaque film, dans chaque nouveau film Scream, à chaque fois c'est un nouveau meurtrier, c'est un nouveau protagoniste, et l'idée du film c'est de comprendre et de dénouer un peu le pourquoi du comment et de qui est le meurtrier. Et le meurtrier, voilà, c'est souvent quelqu'un qui est en rapport avec les protagonistes principaux, quelqu'un qui est assez proche, et du coup, ce qui est rigolo dans cette saga, c'est d'essayer, en tant que spectateur, de démêler et d'essayer de voir à l'avance qui va être le meurtrier. Ça, c'est rigolo. Là, dans ce Scream 6, la fin, elle est nulle à chier. Vraiment, et les acteurs sont hyper mauvais. C'est terrible. Vraiment, la façon dont le meurtrier est révélé, le pourquoi du qui du comment. En plus, ils expliquent le pourquoi du comment, enfin, pendant longtemps. Il y a toute une explication. Ils essayent de raccrocher les wagons en expliquant pourquoi c'est lui, nanani, nanana, son rapport, son lien avec les personnages. C'est nul. Vraiment, c'est hyper mauvais. Ça m'a... la fin, elle est horrible. C'est dommage parce que... Encore un autre point positif, c'est que je trouve que le début est pas mal. Genre les 5 premières minutes, parce que dans la saga Scream, il y a toujours une petite séquence d'introduction où en fait, on va voir un premier meurtre, où on va voir une première personne se faire assassiner, et c'est un peu l'intro à chaque fois de chaque film. Dans le premier, c'est Drew Barrymore qui se fait trucider, et cette scène d'intro du premier, elle est super, vraiment, elle est restée culte. Et dans chaque film, ils essaient de refaire ça. Et dans ce Scream 6, il y a une séquence comme ça d'intro, et je pense que c'est le meilleur moment du film, et c'est la meilleure chose, enfin ça fonctionne, c'est la meilleure chose du film. Et le film, en fait, essaie de prendre le spectateur à contre-pied, parce qu'on voit le tueur tuer une personne. Et, oui, Drew Barrymore. Et en fait, dès le début du film, et dans les 5 premières minutes du film, on découvre qui est le meurtrier. Il va enlever son masque, on découvre qui est le meurtrier, et on suit le meurtrier, et tu te dis, ah, à ce moment-là, je me dis, ah, en fait, on va avoir un film un peu différent, il va se passer un truc d'original. Peut-être qu'on va suivre le meurtrier, peut-être que maintenant qu'on sait déjà dès le début qui c'est, il va se passer un truc cool, et il y a une nouvelle idée, et peut-être que le film a une proposition nouvelle à faire dans cette saga. Et c'est pas du tout le cas. Parce que le meurtrier qu'on vient de suivre se fait lui-même trucider 2 secondes après par le vrai Ghostface. Et du coup, cette idée est du coup abandonnée direct et balancée à la poubelle. Et c'est reparti pour un truc hyper classique. C'est dommage, parce que je trouve que le film tentait d'amener 2-3 idées un petit peu originales, un petit peu nouvelles, mais en fait, il y va jamais. Et du coup, on se retrouve, encore une fois, avec un film qui n'a... Mais je pense que de toute façon, cette saga, elle n'a plus rien à raconter. Au bout d'un moment, t'arrives au 6e épisode, t'essaies de revivifier cette saga, à un moment donné, c'est fini, quoi. Et toutes ces sagas horrifiques, que ce soit Halloween, même si Halloween, j'aime bien les derniers films, vraiment, c'est terrible, hein. Massacre à la tronçonneuse, Halloween, Saw, c'est pareil, là, il y a eu des Saw qui sont revenus récemment, c'est nul à chier. C'est fou. Ah, je l'ai pas dit, mais il y a aussi un truc qui est fou, c'est qu'ils ont quand même réussi à ramener une actrice, Hayden Panettiere, qui est morte dans Scream 4. Et ils nous font... Ah non, en fait, finalement, ça c'est un truc que vraiment ça me vénère. C'est le genre de choses. Parce qu'ils nous font... Ah non, finalement, elle est pas vraiment morte, cette personne. Du coup, elle revient dans Scream 6, et t'es là... Ah ok, ils ont fait revenir ce personnage. Mais ce qui veut dire qu'en fait,
à ce moment-là, moi, ça me fout en l'air. Enfin, ça fout tout en l'air. Parce que ce qui veut dire que si tu commences à ramener un personnage que tu croyais mort, finalement, en te disant il est pas mort, tu peux faire ça avec tous les autres personnages déjà morts dans la saga. Donc ça, déjà, ça me vénère. Tu fais ça, film, tu casses les couilles. Mais tout ça, en plus, pour faire un clin d'œil. Et en plus de ça, le pire, c'est que Hayden Panettiere, qui est, pour ceux qui ne voient pas qui c'est la cheerleader dans Heroes. Dans la saga Heroes, c'est la cheerleader. C'est avec ça qu'elle a été connue. C'est ce qui l'a fait connaître. Et c'est une très très mauvaise actrice. Pendant tout le film, ça c'est terrible parce que pendant tout le film, il faut voir qu'elle joue une sorte d'agent du FBI. Et elle le joue très très très... Franchement, elle est zéro crédible. Et pendant tout le film, comme elle joue très mal, je me suis dit, mais attends, c'est elle la meurtrière. Parce que vraiment, j'y crois zéro à son personnage. Elle joue trop mal. Du coup, ça m'a induit dans une fausse piste, parce qu'elle joue hyper mal. Et du coup, je me suis dit, non, mais c'est trop bizarre la façon dont elle joue. C'est obligé, c'est elle la tueuse. Bon, spoiler, c'est pas elle. Mais c'est terrible parce que vraiment, elle est très 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 mauvaise. C'est une cata. Tout ça pour faire revenir cette actrice pour qu'elle joue aussi mal. Franchement, c'était pas la peine. C'était non. Du coup, et je suis sûr que le film va marcher. Ça, c'est une certitude. Surtout que maintenant qu'il y a Jenna Ortega au casting, ça fait, je pense que ça va beaucoup être en la faveur du film, de cette saga, parce qu'elle est devenue vraiment une star entre guillemets, vraiment, et que du coup ils vont beaucoup insister sur elle et sur sa présence dans la saga et dans le film, et évidemment que ça va faire venir des gens, surtout un public jeune, je pense, au cinéma, et je pense qu'ils ont beaucoup de chance de l'avoir au casting, parce que ça va beaucoup aider cette saga qui était en train de mourir et qui finalement va revivre. Et c'est sûr, il va y avoir un épisode 7. Ça me fout le démon, mais c'est sûr, c'est une certitude, il va y avoir un épisode 7. Je suis convaincu que ça va marcher. Alors que vraiment, c'est très mauvais, mais ça va fonctionner. Ouais, c'est quoi mon style? Ah non, j'ai pas vu ça. Qu'est-ce que c'est? Ah d'accord. Ah non, mais j'étais pas au courant de cette histoire. Mais non, mais ça, c'est un truc aux États-Unis, non? C'est où ça se passe en France? Ils ont dû crier pour voir Scream 6. Ah d'accord. Ah non, mais j'étais pas au courant de cette histoire. Oh, les marketing, les marketeux. Ah, poutou. Ça, c'est les publicitaires qui veulent faire un peu de buzz. Non, mais de toute façon, souvent, les publicités autour des films d'horreur, c'est une catastrophe parce que on va te vendre le film qui fait plus peur au monde, nanani, nanana, ce film va vous faire crier, ce film... alors que c'est jamais le cas. Vraiment, c'est juste de la publicité mensongère pour faire croire que leur film d'horreur est extraordinaire, alors que bon, c'est faux. Zéro, nada, nul. J'ai pas mis de note. Attendez, alors là, il est où ce petit Scream 6? Scream 6. Ah, par contre, s'il y a un point positif à ce Scream 6, c'est le logo. D'ailleurs, ça c'est un truc dont j'ai pas parlé, c'est que Scream 5 s'appelle juste Scream. Ça me rend fou, hein. Ça c'est pareil. Le Scream sorti l'année dernière s'appelle juste Scream, parce que c'était la saga qui revenait, donc ils se sont dit, vas-y, on va oublier les chiffres, et le film s'appelle Scream. Ce qui veut dire qu'il n'existe pas de Scream 5. Et Scream 6 s'appelle Scream 6. Donc ça n'a aucun sens. Ça n'a plus aucun sens. À un moment donné, pourquoi ne pas l'avoir appelé Scream 5 si le 6 il s'appelle Scream 6? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Ce qui veut dire qu'il y a 2 films qui s'appellent juste Scream. Ça me rend fou. Parce que c'est le cas aussi pour Halloween. Il y a 2 films qui s'appellent juste Halloween. La confusion. Nom d'une pipe. C'est infernal, arrêtez de faire n'importe quoi avec vos titres. Oh! Nom d'une pipe. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, c'est sur ce logo. Bah oui. Non mais moi ça me rend fou. Ça n'a aucun sens. Et Scream 6 en fait il est le logo, la police sur Scream 6. C'est très malin parce que du coup c'est le M qui prend un coup de couteau et ça fait fla. Et du coup schla. Ça écrit 6. Du coup c'est rigolo. Visuellement ça fonctionne. Point positif pour le film. Le logo, le titrage du logo du titre fonctionne. C'est toute beauté. Bon, je mets 1 étoile parce que il y a des actrices compétentes, mais c'est juste pour ça.
Parce que sinon, tout le reste, c'est... Ah oui, c'est ça aussi. Je t'en avais parlé, Style. Il y a Jack Champion. Il y a Jacques Champion dans le film. C'est dans ce film où j'ai vu que Jacques Champion. Spider, dans Avatar 2. Qui a grandi. Et pendant tout le film... D'ailleurs, c'est un mauvais acteur. Hein. Vraiment. Je sais pas si juste il est mal dirigé, mais il est très mauvais dans le film, je trouve. Et pendant tout le film, je me suis posé la question parce que je l'ai pas reconnu tout de suite. Et pendant tout le film, je me suis dit, mais je le connais, lui. Je l'ai déjà vu. En plus, Avatar 2, je l'ai vu 4000 fois, donc je l'ai déjà vu, ce putain d'acteur. Et vraiment, pendant 2 heures, j'étais là, jusqu'à ce que ça fasse tilt, et je me suis dit, ah, mais en fait, c'est Spider. C'est Spider. Ah, c'était lui. Mais je l'ai pas reconnu sans ses dreads. Bah oui. Le petit Spider. Mais ça confirme que c'est pas un très bon acteur. Pour le coup, c'est déjà un petit peu le cas dans Avatar. C'est clairement pas le meilleur acteur. Mais là, ça confirme que c'est pas un excellent acteur. Donc Scream 6, voilà, c'est expédié. Encore un film que quand je ferai une tier list des films de 2023, il sera dans Nul à chier. Surtout que je pense, ça c'est des films, dans mon esprit, ils vont s'effacer. Et je pense que je vous en reparle en 2023. Je l'aurais complètement oublié et dans ma tête, ce sera juste Nul à chier, quoi. Parce que là, c'est le cas de Scream 5. Scream 5, il s'est complètement estompé dans ma mémoire. Et là, vraiment, c'est nul à chier. Pas vraiment de souvenir. Ça m'a pas laissé un souvenir mémorable. C'est, voilà. Nul à chier. Ensuite, la suite de nos aventures cinématographiques. Qu'est-ce que j'ai dans ma besace ? J'ai un autre film qui a pas une très bonne note. Attendez, il est où ? Ah, il est là. Empire of Light. Alors lui, je vais mettre une bande-annonce directe pour Empire of Light. Il est où ? Stibilibilibilibili. Mon trailer. Attendez, mon petit trailer. Hop. Speedim. Et évidemment, je me suis fait hop là. Empire of Light. Alors un film intéressant. J'ai pas vraiment aimé le film. Donc il n'a pas une note mirobolante, c'est pour ça qu'il est dans ces films que je vais noter rapidement. Pas ouf. Mais je trouve qu'il y a des choses intéressantes à en dire. Empire of Light. Est-ce que j'ai un petit trailer ? Oui, j'ai ça là. Ah, très bien. Très bien, c'est parfait. Hop. Look around you. This whole place is for people who want to escape, people who don't belong anywhere else. How do you feel? I do feel a bit numb, I suppose. The world is changing. Wow. You can't reverse it. Another world. Happy New Year! You can't just give up. Don't let them tell you what you can or can't do. All these people. I'm the only one who knows the truth. Do you understand me? I'm the only one! Hillary, please open the door. Here's to the future. Walking those old scenes. Here's to getting back up. And here's to coming home. Alors, qu'est-ce que c'est que Empire of Light ? Nouveau film de Sam Mendes, qui n'est autre que le réalisateur d'American Beauty de 1917, il n'y a pas si longtemps, film... Faites pas les fous. Faites pas les fous, il m'attaque lui là. Oh, j'ai pas du tout esquivé, vous avez vu? J'ai pas du tout esquivé. Merci Ice. Bonjour.
Je disais donc... Oui, Sam Mendes, ouais, qui est réalisateur de 1917 aussi récemment, qui est un film de guerre. Et qui essayait de faire des plans séquences. Et l'idée du film, c'était de faire un plan séquence. Un film que j'aime bien d'ailleurs. Et c'est aussi Sam Mendes, c'est lui qui a réalisé, je trouve, un grand film James Bond avec Skyfall. Vraiment, je trouve que Skyfall, c'est très très bien. J'aime beaucoup Skyfall, même si j'y trouve plein de défauts aussi. Et il a enchaîné avec un deuxième film James Bond, parce qu'il a fait Skyfall, puis après il a enchaîné avec Spectre. Et Spectre, c'est vraiment... Même s'il y a des choses que j'aime dans Spectre, c'est vraiment pas bien du tout. Mais c'est un réalisateur intéressant. C'est un réalisateur qui a fait des films intéressants, qui a fait des choses intéressantes. Et c'est quelqu'un, je trouve, de compétent. Donc j'étais intrigué par ce Empire of Light. Et de quoi ça parle ? C'est là où c'est intéressant le film. Il essaye d'aborder plein de choses. C'est à la fois une qualité parce qu'il y a des choses, je trouve, intéressantes dans le film, mais il essaie d'aborder beaucoup trop de choses. Donc c'est le bordel. Le film part un peu dans tous les sens. Après, tu sais plus trop sur quel pied danser. T'es un peu paumé. On va suivre Olivia Colman, qui est une super actrice. Vraiment, c'est une actrice que j'adore. Et en fait, au début, et c'est ça, moi, que j'ai le plus aimé dans le film, c'est la romance. En fait, on va suivre une romance entre une femme, un personnage féminin qui a à peu près 50 ans, donc une femme mature, une femme âgée, qui va rencontrer un jeune garçon qui, lui, a à peine la vingtaine, Michael Ward, et qui est noir. Voilà, un jeune garçon noir, et il va se créer... Du coup, ils ont une énorme différence d'âge. Il y a une énorme différence d'âge entre les deux. Et ces deux protagonistes vont se rencontrer, et il va y avoir une histoire d'amour naissante. Et moi, c'est ça qui m'a le plus plu, parce que Olivia Colman, je trouve, c'est une excellente actrice, elle est super. Et en plus, elle est intéressante, parce que c'est une actrice de 50 ans. Je crois qu'elle a pas vraiment... Elle a presque 50 ans, mais je crois qu'elle a pas encore 50 ans. Et qui a l'air... C'est ça qui est... C'est qu'elle a le visage d'une actrice de 50 ans, d'une personne normale de 50 ans en fait. C'est vraiment pas Nicole Kidman. C'est pour ça que je la trouve intéressante dans le paysage cinématographique. Parce que vraiment, elle ressemble à une vraie femme de son âge. Et ça, merci. Ça fait plaisir, surtout quand on voit, surtout quand j'ai vu Scream 6 là, et que j'ai vu Courtney Cox. Courtney Cox qui est vraiment botoxée à l'infini. Elle a plus de visage humain. C'est terrifiant. Et Olivia Colman, elle est super. Et du coup, ce qui est compliqué avec le film, c'est qu'on part là-dessus. On a cette histoire d'amour. Puis le film va partir sur d'autres choses. Va partir un peu dans d'autres directions. Et il va aborder, parce qu'on va découvrir que le personnage est malade. Le personnage de la femme est malade, elle est schizophrène. C'est clairement dit, je crois, qu'elle atteint de schizophrénie. On le découvre un peu plus tard. Du coup, le film va aborder ça, la maladie, la folie un peu de cette personne, l'amour. Ensuite, il y a ça dans le film. Et le film se déroule au début des années 80 en Angleterre. Et il y a une montée du racisme. Il y a les skinheads qui foutent la merde. Et du coup, le film va parler du racisme puisque le protagoniste est noir. Et il y a une scène notamment où il va se faire tabasser littéralement par des jeunes skinheads, des racistes. Et le film aborde aussi ce genre de choses. Et le problème que j'ai moi avec le film, c'est vraiment que en fait il lance plein de pistes, il aborde plein de choses, mais sans trop... Vraiment, moi, ça m'a un peu paumé. J'ai bien aimé la première heure et après... En plus, au début, on suit le personnage d'Olivia Colman. Puis après, il va se passer quelque chose. Il va y avoir... parce qu'on va découvrir qu'elle est malade, nanani. On va suivre le personnage de son amoureux. Du coup, ça part sur autre chose. Et là, et après, ça revient sur encore autre... Franchement, ça part un peu dans tous les sens. Tout ça... en disant que le décor du film, c'est une salle de cinéma, enfin c'est un cinéma. Le décor est dingue d'ailleurs. Il y a un décor magnifique de cinéma au bord de la mer. Du coup, les protagonistes travaillent dans un cinéma. Il y a aussi une espèce de dialogue avec le cinéma, voilà, l'amour du cinéma. Et par exemple, Olivia Colman, elle travaille dans un cinéma, mais elle va jamais au cinéma, elle va jamais voir de film. Et à un moment donné dans le film, elle va aller voir un film et on va la voir
Ça, c'est un moment qui m'a pas mal ému et qui m'a pas mal plu d'ailleurs. C'est qu'on va la voir dans une salle de cinéma, être ému par ce qui est en train de se passer à l'écran. Et j'aime bien ce genre de choses parce que toi-même, étant dans une salle de cinéma, quand tu vois ce genre de choses, ça te crée un effet miroir. Et c'est un truc que j'aime bien voir et que je vois beaucoup en ce moment au cinéma dans divers films comme Once Upon in Hollywood, The Fabelman de Spielberg récemment. Enfin, j'en passe. Babylone, par exemple. Il y a énormément de films récemment où vraiment tu vas voir des gens dans des salles de cinéma qui regardent eux-mêmes des films. Du coup, tu as beaucoup de plans sur des spectateurs et ça te crée un effet miroir. Et c'est assez... À la fois, ça marche toujours. C'est le genre de truc parce que ça te crée... tac, quand tu es dans la salle de cinéma et que tu vois le film en étant toi-même dans une salle de cinéma, ça crée un truc intéressant, je trouve. Et donc, c'est un film intéressant. Il y a pas, tout n'est pas acheté dans le film. Par exemple, je trouve qu'il y a des très très belles choses. Il y a une scène sur le toit du cinéma avec des feux d'artifice qu'on voit sur l'affiche d'ailleurs. Vraiment, ça, j'ai trouvé ça très très beau. Il y a plein de jolies choses, il y a plein de jolis moments, mais c'est trop long. Et il y a des moments où moi le film m'a largué complètement. J'étais un peu, j'étais plus très intéressé par ce qui était en train de se passer parce que ça passe du coq à l'âne un petit peu. Et c'est dommage. Je trouve que c'est un joli film, mais qui a trop de problèmes, malheureusement. Et je pense qu'il aurait gagné à être recentré sur une thématique, à être moins long et à être un peu plus tenu, quoi. À couper le gras. Ça, c'est un truc que je vois souvent récemment. C'est vraiment, je trouve qu'il faut couper du gras, quoi. Il faut vraiment resserrer les choses pour que ce soit plus intense. Petite note sur ce Empire of Light. Il est où ? Où est-ce que j'ai mis mon... Ah, il est là. Où est-ce que j'ai mis cette affiche ? Je mets 2. Hop. Je mets 2 à Empire of Light. Parce qu'il y a quand même des belles choses. Notamment les acteurs qui, je trouve, sont très bien. Je ne l'ai pas dit, mais il y a aussi Toby Jones, qui est un acteur que j'aime beaucoup. Qui est un super acteur et qui joue le projectionniste dans la salle de cinéma. Et lui, il est super. Lui, il est toujours super. Il n'a pas beaucoup de scènes dans le film. Mais il est super. C'est lui, Toby Jones. Je sais pas si on va le voir. Ah bah non, on va pas le voir. Ah si, c'est lui. Toup. Ah, évidemment, on le voit pas. Parce que j'ai mis l'affiche. Touc. Où est-ce que c'est ? Ah, c'est là. Type, si j'enlève, tac. C'est lui. Voilà pour Empire of Light de Sam Mendes. Sorti. Lui, je crois qu'il est sorti la semaine... pas cette semaine, mais la semaine d'avant. Voilà, en ce début d'année 2023. Qui est vraiment une année... C'est vrai que je suis pas revenu là-dessus, mais c'est une année vraiment riche en cinéma et en grands réalisateurs qui reviennent parce qu'il y a eu Spielberg en début d'année. Là, il y a Sam Mendes. Il y a eu Damien Chazelle, mais il y a un film de David Fincher qui arrive. J'en passe, c'est des meilleurs. Il y a plein de... J'en oublie là, mais il y a plein de choses. Par exemple, il y a le nouveau film de... Il y a Suzume, dont on a parlé avec Dazune, qui arrive. Il y a aussi le nouveau Miyazaki qui est censé arriver cette année là. Je sais pas si réellement il va sortir cette année, mais il y a le nouveau Miyazaki qui arrive. Vraiment, il y a plein de choses qui nous arrivent cette année. C'est assez ouf, cette année de cinéma. Il y a plein de grands réalisateurs qui reviennent avec leurs films. Et ça, c'est cool. Ça fait très plaisir. Ça m'ambiance. Hop. Tac. Donc voilà, ça, c'était les films moins fous dont j'avais envie de parler cette semaine. Avant de parler de choses, de vrais films. De films qui m'ont plus plu, de films, de gros morceaux. Avant de parler des gros morceaux sortis, c'est-tu subi.